Un diplôme d'excellence, un badge d'employé, une récompense pour performances exceptionnelles, tous portent le même nom, Antoine Amghar. Sauf que l'homme qui les a mérités s'appelle Mohamed Amghar. Pendant 20 ans, Mohamed Amghar a dû s'effacer derrière un autre prénom pour travailler. Comment une telle situation a-t-elle pu durer? L'entreprise était-elle dans son droit ou en pleine discrimination? Et surtout, après 2 décennies de silence, la justice pouvait-elle encore agir ou était-il déjà trop tard? Bonjour, moi c'est Rachid, doctorant en droit du travail et bienvenue sur le droit du travail en question. Alors ici on décrypte le droit du travail à travers les débats doctrinaux mais aussi les affaires qui le façonnent. Et aujourd'hui je vous présente l'affaire Mohamed Amghar. Tout commence en novembre 1996. Mohamed Amghar est embauché comme commercial dans une entreprise de logiciels. C'est un excellent vendeur, les récompenses s'accumulent, 110%, 177% de ses objectifs atteints, mais pendant 20 ans, sur ses fiches de paye, ses cartes de visite, ses badges, c'est le prénom Antoine qui apparaît. Mais alors, pourquoi? Selon le salarié et plusieurs témoignages, dès son recrutement, le directeur de l'époque lui aurait imposé le prénom Antoine dans ses échanges avec les clients. Une demande qu'il vit comme une humiliation, mais qu'il accepte, coincé, pour garder son emploi. Je me suis senti pris au piège. J'étais coincé parce que moi j'avais tenu mes engagements vis-à-vis de la société Intergraph France. Il était entendu que je commençais au 1er janvier, donc j'avais démissionné officiellement de mon ancien employeur au 30 septembre avec un préavis de 3 mois que je devais effectuer de toute façon, donc je ne pouvais plus reculer. On était fin novembre. J'avais une situation personnelle qui était difficile, hein, divorcé, 3 enfants, un marché du travail à 41 ans à l'époque, bon, qui n'est pas facile, hein, faut le dire. J'ai signé mon contrat. Ce n'est qu'en 2019, 2 ans après son départ de l'entreprise, qu'il saisit enfin les prud'hommes. Mais après plus de 20 ans, n'a-t-il pas agi beaucoup trop tard? C'est le premier mur auquel il va se heurter, le mur du temps. Durant cette affaire, l'entreprise Intergraph France a sorti une arme redoutable, la prescription. Oh putain, je l'attendais. Le mot magique, il y a prescription. Alors, vous connaissez sans doute déjà le principe. Si vous saisissez le juge trop tard, votre demande est rejetée, même si vous avez raison sur le fond. Pour l'entreprise Intergraph France, la demande de changement de prénom qui aurait été faite à Mohamed Amghar remonte à 1997. Le chronomètre a démarré à ce moment-là et Mohamed Amghar a saisi le juge en 2019. C'est trop tard. Et attention, légalement, ils n'ont pas tout à fait tort. Avant 2008, le délai pour agir en cas de discrimination était de 30 ans. 30 ans à partir du moment où vous découvriez la discrimination. Dans notre affaire, Mohamed Amghar découvre sa discrimination dès 1997. Donc en théorie, il avait jusqu'à 2027 pour agir. Mais en 2008, la loi change. La durée de prescription passe de 30 à 5 ans. Et cette nouvelle durée s'applique aussi à des situations déjà en cours, comme celle de Mohamed Amghar. C'est-à-dire des situations dans lesquelles l'ancien délai de 30 ans a déjà commencé à courir. Alors là, vous voyez sans doute le problème. On se retrouve avec 2 durées, la durée initiale de 30 ans et la nouvelle de 5 ans. Alors comment on fait le calcul? Comment on articule ces deux durées? La loi prévoit une solution transitoire. On applique le nouveau délai de 5 ans à partir de 2008, mais sans que le total ne dépasse les 30 ans initiaux. Dans le cas de Mohamed Amghar, entre 1997 et 2008, il s'est déjà écoulé 11 ans. On lui ajoute 5 ans à partir de 2008. Résultat, il avait donc jusqu'à juin 2013 pour agir. Or, lui n'a saisi le juge qu'en 2019. C'est trop tard, il y a prescription. Mais vous le sentez bien, cette décision laisse un goût d'injustice. L'effacement de son prénom ne s'est pas produit une seule fois en 1997, il s'est répété chaque mois, chaque année, sur chaque bulletin de paye, jusqu'en 2017. C'est ce qu'on appelle une discrimination continue. Et face à ce type de situation, la justice a développé une solution différente. La Cour de cassation estime que dans ces cas-là, le délai de prescription ne commence pas tant que la discrimination continue. Le chronomètre est bloqué et il ne se déclenche qu'au moment où la discrimination cesse. Dans l'affaire Mohamed Amghar, la Cour d'appel de Paris reprend ce raisonnement. Elle dit la discrimination a cessé en 2017 à la fin du contrat, donc on applique le délai de 5 ans à partir de 2017. Résultat, l'action engagée en 2019 est parfaitement recevable puisqu'elle est faite dans les temps. Il avait jusqu'à 2022 pour agir.
Alors disons-le franchement, cette solution des juges semble plutôt contraire à la loi. La loi dit clairement que le délai de prescription commence à courir au moment où le salarié découvre la discrimination, au moment de la révélation de la discrimination. Dans l'affaire Mohamed Amgar, c'était en 1997. Mais les magistrats appliquent ici une jurisprudence plus réaliste. Alors, est-ce si grave? Clairement, non. Cette jurisprudence est une construction des juges pour corriger une loi mal faite, inadaptée aux discriminations qui s'étalent dans le temps. C'est une décision pragmatique et franchement une bonne décision. Les super-héros sont hors la loi. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, c'est la loi. La loi se doit d'être juste. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? À respecter la loi. Même quand elle est inacceptable. Quand les lois sont injustes, d'autres lois les corrigent. Autrement, c'est l'anarchie. Mais c'est déjà l'anarchie! Mais attention, cette décision divise les juristes, notamment sur l'usage que peuvent en faire les salariés. D'un côté, vous avez des juristes comme Julien Icard qui se demandent si ce type de solution ne risque pas de favoriser l'émergence d'un salarié stratège, un salarié qui, sachant qu'il est victime de discrimination, pourrait être incité à retarder son action en justice pour laisser son préjudice s'aggraver et obtenir une indemnisation plus importante. Et de l'autre, des auteurs comme Marie Perronnet et Stéphane Brissy semblent écarter ce risque, ou du moins l'atténuer. Ils mettent l'accent sur le fait qu'un salarié encore en poste est moins enclin à poursuivre son employeur en justice, notamment en matière de discrimination. De ce point de vue, il est donc normal que, tant que dure la discrimination, le délai de prescription ne commence pas à courir. Sinon, de nombreuses victimes de discrimination continue ne pourront pas agir. Alors maintenant que le mur du temps est tombé, on peut maintenant s'attaquer au cœur de l'affaire. Pour Mohamed Amgar, il a été victime d'une discrimination sur le patronyme et ou sur l'origine. Dans les procès sur la discrimination, bien choisir le critère discriminatoire est fondamental, car la liste de l'article L1132-1 du Code du travail est limitative. Si votre situation n'est pas prévue, la discrimination ne sera pas retenue. Alors, première question, est-ce que dans le cas de Mohamed Amgar, on est face à une discrimination fondée sur le patronyme ou le nom de famille? Le Code du travail n'interdit explicitement que les discriminations fondées sur le nom de famille. Or, il est clair que le prénom, ce n'est pas le nom de famille. J'oublie souvent le prénom des gens, mais j'ai une technique pour pas être vexant. C'est quoi ton nom déjà? Fred. Mais je sais Fred, mais Fred comment? Blanchard. Le problème, c'est que c'est Fred Blanchard qui m'a appris cette technique. En droit du travail, cette confusion de sens qui peut être faite dans la vie de tous les jours entre prénom et nom ne passe pas. La loi vise le nom de famille et pas le prénom. Dans l'affaire de Mohamed Amgar, l'employeur a donc raison de dire qu'il n'y a pas eu de discrimination en raison du nom de famille. Mais cela ne veut pas dire qu'une discrimination sur le prénom est autorisée. Et fort heureusement d'ailleurs, une discrimination sur le prénom peut être sanctionnée sous d'autres critères, comme la transidentité ou l'origine. Ce qui nous amène à notre seconde question, est-ce une discrimination fondée sur l'origine? Les prénoms sont souvent associés aux origines de la personne. Je pense que c'est important de donner des prénoms français à ces enfants. C'est pas un prénom français, Mohamed. Je dis que le prénom, en tout cas, est un marqueur culturel. Cette association peut être vraie ou simplement supposée. Quoi qu'il en soit, il y a un véritable lien entre le prénom et le critère discriminatoire de l'origine. Et la justice l'a d'ailleurs déjà reconnu. En 2009, dans une affaire similaire, un autre salarié prénommé Mohamed, à qui on avait demandé de s'appeler Laurent, avait obtenu gain de cause pour discrimination fondée sur l'origine. Dans l'affaire Mohamed Amgar, la Cour d'appel de Paris confirme cette jurisprudence. Même si le salarié a parlé de patronyme, le litige porte bien sur l'utilisation d'un prénom qui traduit une origine ethnique ou géographique. C'est donc bien une discrimination liée à l'origine. Alors maintenant que le bon critère est trouvé, reste la question de la preuve. En matière de discrimination, la règle est simple. Le salarié n'a pas à prouver en tant que tel la discrimination. Il doit simplement apporter des éléments qui laissent supposer la discrimination. Ce qui, du moins théoriquement, facilite la preuve. Même si en pratique, la preuve de la discrimination, et du harcèlement d'ailleurs, n'est pas toujours aisée à rapporter. C'est à l'employeur qu'il revient ensuite la charge de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs qui n'ont rien à voir avec la discrimination. Pour Mohamed Amgar, la première étape est plutôt facile. 243 bulletins de peine avec le prénom Antoine et de nombreux témoignages suffisent largement pour qu'on puisse se dire qu'il y a probablement une discrimination. La balle est maintenant du côté de l'employeur, et là, sa défense est plutôt intéressante. D'abord, l'employeur commence par dire « Nous menons une politique anti-discrimination, donc nous ne pouvons pas discriminer ». Avant toute chose, il faut dire que lorsqu'une entreprise mène une telle politique, cela doit être mis à son crédit et encouragé. Néanmoins, ce n'est pas un argument suffisant pour convaincre dans un procès en matière de discrimination. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a des valeurs que l'un de ses salariés ne peut pas être victime de discrimination. Il faut donc répondre sur ce cas précis. Ensuite, l'employeur soutient qu'il ne peut pas y avoir discrimination
parce qu'il emploie d'autres salariés ayant des prénoms à consonance étrangère. Cet argument, qui est très familier lorsqu'il y a des accusations de discrimination ou de racisme, a déjà été écarté par la justice. Elle a fait dans l'affaire de l'autre salarié prénommé Mohamed. Son employeur disait qu'il n'y avait pas de discrimination parce qu'il employait déjà 4 autres salariés qui s'appelaient Mohamed. Ce n'est donc pas parce qu'on ne discrimine pas tous les autres salariés présentant un critère figurant sur la liste des motifs discriminatoires qu'on ne peut pas discriminer un salarié en particulier présentant ce critère. Bref, à aucun moment, l'employeur n'explique pourquoi, objectivement, Mohamed Amgar devait s'appeler Antoine pour faire son travail. La Cour d'appel de Paris conclut donc que la société Intergra France a échoué à démontrer que la situation dénoncée par Mohamed Amgar était étrangère à toute discrimination sur l'origine. Il a donc bien été victime de discrimination. Et pour le préjudice subi, il a touché une indemnité de près de 30 000 euros. Cette décision est une victoire immense, alors pas seulement pour les 30 000 euros de dommages et intérêts, C'est pas dissuasif, c'est absolument pas dissuasif. c'est une victoire pour la dignité. La justice reconnaît que l'identité d'une personne n'est pas une variable d'ajustement que l'on peut modifier dans l'intérêt de l'entreprise pour ne pas heurter la sensibilité de certaines personnes. Alors, qu'avez-vous pensé de cette décision de justice et de toute cette affaire? Trouvez-vous qu'elle est à la hauteur du préjudice subi pendant 20 ans? Trouvez-vous normal que dans certains cas, le juge puisse écarter la loi? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker si la vidéo vous a plu, mais aussi et surtout à vous abonner à la chaîne. À très bientôt et surtout, vivement un meilleur monde social.